Je m'appelle Guillaume Ebelman, je suis investisseur immobilier professionnel et je vous ai préparé une masterclass de plusieurs heures qui explique toutes les différents types d'investissements immobiliers possibles, avec les avantages, les inconvénients, les risques et énormément d'exemples et d'anecdotes de mon parcours personnel et de celui de mes associés pour pouvoir vous éclairer sur qu'est-ce qui serait potentiellement intéressant pour vous à mettre en place comme stratégie. J'ai ensuite donc séparé ça en 10 étapes et ce que je vous propose, c'est des vidéos plus courtes, chacune avec une étape. Passons maintenant au deuxième type d'investissement que je qualifierais de standard et donc pour lequel on voit énormément de contenu sur internet, que j'aimerais un peu débunker, quoi. Et c'est la location courte durée. C'est Airbnb, Holidays, GoGreen, et cetera, enfin toutes ces plateformes-là. C'est le fait finalement de louer soit un logement complet dédié à la location courte durée, donc touristique ou professionnelle, hein. Ça peut être aussi des gens qui viennent pour 2 semaines, 3 semaines dans le cadre d'un déplacement professionnel ou pour un chantier, hein. Ou ça peut être, vous avez une résidence principale relativement grande et il y a une partie de ce bâtiment que vous allez proposer en location. C'est ce qu'on appelait les gîtes avant, qui existe toujours, hein, mais c'est un peu cette philosophie, c'est-à-dire que vous êtes à la fois chez vous et vous hébergez des touristes. Et là, autant dans la location longue durée, le revenu minimum à viser, c'est 9 à 10 autant dans la location courte durée, c'est plutôt 20. Alors, c'est des choses qui s'atteignent, 20-25. Certains arrivent même à monter à 40 de rentabilité brute. Donc ça, c'est l'offre que vous allez avoir sur internet, devenir rentier, avec 3 logements sur Airbnb. Alors, ça existe, mais au final, c'est quand même assez rare et le niveau de rentabilité final, réel, tourne plus autour des 12 à 15. Pourquoi? Parce que, on va vous enlever toutes sortes de frais cachés dont on ne va pas vous parler. Donc déjà, premièrement, ça va dépendre comment vous le faites. Si vous le faites en nom propre, si vous le faites en société, selon le type de société, si elle est soumise à la TVA ou pas. Parce que si elle est soumise à la TVA, vous prenez déjà la nuitée à 200 euros, vous enlevez tout de suite 20% de TVA. Ensuite, vous enlevez 15% qui est pris généralement par la plateforme, hein, quelle que soit la plateforme, on est toujours à peu près dans ces prix-là. Ensuite, vous allez enlever vos frais de channel manager, etc. Tous ces outils que vous allez devoir utiliser pour optimiser la présence sur plusieurs plateformes et éviter qu'il y ait des doubles réservations et des choses comme ça. Ensuite, il va falloir enlever les frais de ménage et tout, qui vont être généralement autour de 30 euros par nuitée. Enfin, 30 euros, en tout cas, si vous louez une nuitée, vous aurez à peu près pour 30 euros de ménage derrière. Voilà. Et frais annexes qui sont liés. Donc en fait, quand vous avez tout enlevé, là, tout ça, et ben votre rentabilité à la fin, vous avez enlevé les charges, vous avez enlevé la taxe foncière, vous avez enlevé les consommations, parce que autant quand vous avez la location longue durée, bah, c'est le locataire qui s'occupe de payer l'électricité, qui s'occupe de payer l'eau, etc. Alors ça peut être sur des systèmes de refacturation, bref, c'est lui qui paye. Alors que là, en location courte durée, c'est vous qui payez. Donc si vous avez quelqu'un qui fait n'importe quoi et que, il met 30 degrés dans l'appartement en plein hiver en ouvrant les fenêtres et que, ils avaient réservé pour 2, mais en fait ils viennent à 12 et puis qu'ils prennent tous un bain en vidant à chaque fois, enfin et cetera. C'est des choses, c'est des cas vécus, hein, donc en fait, ce que je vous raconte là, c'est vraiment des cas vécus. Il faut l'avoir à l'esprit que la plateforme, qui vend ça, elle est toujours gagnante. Par contre, vous, bah, ça dépend sur qui vous tombez. Et là, je parle de personnes encore qui sont dans un usage normal du bien. Je pense qu'à peu près tous mes collègues investisseurs, en tout cas ceux qui ont un certain nombre de BNB depuis un certain temps, ont tous vécu au moins une fois l'utilisation de leurs biens pour de la prostitution ou pour du trafic. Ça aussi. Et donc, du coup, vous aurez le voisinage derrière qui va appeler, qui va dire: «Ah, mais il y a plein de gens louches qui rentrent chez vous», et cetera. D'ailleurs, le voisinage, c'est un vrai sujet aussi. Faites bien attention à ça avant d'acheter un bien. Aujourd'hui, il y a énormément de copropriétés qui n'acceptent plus que votre bien soit loué en location courte durée. Et donc ça, c'est dans le règlement de copropriété que vous allez trouver l'information. Et n'essayez pas de transiger, parce que derrière, c'est ce règlement qui aura toujours raison. Et vous allez vous taper des ennuis à plus finir, voire des procès, ça sert absolument à rien. Pourquoi ils font ça? Bah, parce qu'en fait, quand vous faites de la location courte durée, vous aurez des gens qui vont venir à 2 heures du matin avec leur valise dans la cage d'escalier. Et ça va saouler tous les gens qui habitent autour, qui sont peut-être des propriétaires occupants. Donc, le mieux pour faire le B&B, c'est soit dans une résidence où il y en a déjà, soit c'est l'immeuble qui vous appartient. Mais comme ça, vous gérez un petit peu vos locataires
Au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autres propriétaires à l'intérieur. Et ça, c'est quand même quelque chose qui vous donne un petit peu de sérénité. Donc, c'est effectivement quelque chose qui semble extrêmement intéressant sur le papier, qui semble avoir une rentabilité rapide, immédiate et vraiment intéressante. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ne soyez pas non plus complètement aveuglés par les promesses qu'on va vous faire. Là aussi, il va falloir faire une vraie étude de marché parce que les prix que vous vous envisagez dans la zone, bah, c'est peut-être pas les prix que les gens sont prêts à payer. Et puis parce qu'ensuite, derrière, donc il y aura tous ces frais cachés, dont j'ai déjà parlé, enfin qui ne sont pas cachés, mais dont on ne pense pas forcément, on réfléchit chiffre d'affaires. Bon, après, il y a de l'imposition hein, qui vient derrière. Quand vous dépassez certains seuils, au début, il y a donc ce statut de LMNP, là, de loueur meublé non professionnel. Bon, quand vous passez à un certain seuil de chiffre d'affaires par vos logements, et quand en plus ça vient prendre le pas sur vos revenus, c'est-à-dire qu'en gros ça devient votre activité principale, on considère que vous êtes un loueur de meublé professionnel, vous changez de catégorie fiscale, et là je peux vous dire que ça cogne très sévère. Donc c'est des choses qui s'anticipent. Là encore, il y a des gens en régime LMP qui s'en sortent extrêmement bien, mais comme pour la location longue durée, formez-vous avant. Soyez vraiment formés à tout ça parce que sinon vous allez faire des erreurs monumentales. Et un point qui est très important aussi, c'est qu'il faudra extrêmement bien soigner le bien parce qu'aujourd'hui, bah, beaucoup de gens se sont laissés embarquer dans cette aventure. Beaucoup de gens ont été attirés par cet argent soi-disant facile. Et bah, la concurrence, elle est féroce, quoi. La concurrence, elle est féroce. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez devoir faire? C'est un peu la surenchère. Ça va être de rajouter un sauna, rajouter un spa. Ça va être de faire une décoration extrêmement originale. Ça va être de permettre des horaires d'arrivée et de sortie incroyables ou des conditions de paiement et de remboursement folles, etc. Et à la fin, tout ça, il faut le chiffrer. Parce que si vous faites une décoration à 10 000 euros, par exemple, dans votre logement, combien de temps il vous faut? Combien de nuitées devez-vous vendre? Et je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle de rentabilité de nuitée pour arriver juste à couvrir le montant de ce surinvestissement d'un point de vue décoration. C'est des choses qui se calculent. Encore une fois, on est dans un monde de professionnels, il faut réfléchir ça comme une entreprise. Voilà. On n'est pas en train de se dire, ouais, super, je vais mettre le truc et ça va bien aller, tac, et je vais remplir, je vais faire 100%, c'est pareil en fait. Il faut être cohérent, il faut faire son étude de marché, il faut réfléchir à tous les coûts cachés, il faut choisir le bon régime fiscal, il faut faire la bonne structuration juridique et tout ça, ça s'apprend. Là aussi, voilà, moi j'ai fait des formations de ce type-là. Donc c'est pareil, si ça vous intéresse, on pourra en parler en message privé, mais je ne fais pas de promotion pour l'une ou pour l'autre. Moi-même, comme je disais précédemment, j'ai rien à vendre. Mais il faut faire attention à tout ça. Et un autre point, c'est la charge mentale. Parce que la location longue durée, on parlait précédemment du fait que les locataires vont vous solliciter régulièrement. Ok, c'est bien. En location courte durée, c'est la même chose, mais tous les jours. Ça veut dire que vous allez avoir des gens qui vont vous appeler à minuit pour vous dire je ne comprends pas comment me servir de la télécommande de la télé. Ça veut dire que vous allez avoir des gens à 2 heures du matin qui vont venir, qui vont dire j'ai oublié le code de la boîte à clé. Ça veut dire que vous aurez des gens qui arrivent à 11 heures et qui disent mais je pensais que je pouvais récupérer le logement. Ça veut dire que vous aurez des gens qui vont vous appeler à 4 heures du matin pour vous dire qu'ils ne sont pas contents parce qu'il y a un coq à côté qui chante. Tout ça, c'est des exemples qui sont vécus. Hein. J'insiste là-dessus, hein, c'est pas de la sérénade, etc. Donc il faut juste être au clair là-dessus et se dire, ok, ça, je suis prêt à le vivre. Et si c'est le cas, effectivement, la location courte durée peut être quelque chose d'intéressant pour participer à une évolution rapide du patrimoine. Ce que la plupart des investisseurs font, c'est qu'ils commencent par faire quelques BNB, 1, 2, 3. Après, ils saturent en général, sachant que, pour information, à partir de 4 ou 5 logement BNB, ça commence à devenir votre job à temps plein. Hein, parce que vous avez tellement de choses à gérer tout le temps. Et puis des histoires de nettoyage, des histoires de blanchisserie, etc., etc. Ça commence à devenir un vrai boulot. Ça peut être un choix de carrière aussi. Ça peut être un choix de dire, ben, moi, mon boulot, il ne m'intéresse pas, j'ai envie de faire ça. Et donc, je m'y mets pour de vrai, j'aurai 5 à 10 logements et je vais faire que ça. C'est la logique du gîte, hein, tout simplement. Par contre, il faut avoir bien au clair que c'est pas quelque chose, on met en place et puis derrière ça marche tout seul, on s'occupe de rien. Sauf si vous déléguez à une conciergerie, bah, qui là aussi va vous prendre des charges. Donc, elles seront plus ou moins efficaces, selon le cas. Généralement, ça se passe quand même assez bien avec les conciergeries. Par contre, vous allez y laisser une grosse partie de votre rentabilité. Donc, à la fin, vous allez tomber sous les 10%. Donc, si vous avez tous les ennuis de la location courte durée,
la dégradation du bien qui est aussi plus rapide et de ses meubles. Et qu'à la fin, vous avez une rentabilité qui est juste celle, voire moindre, à la location longue durée, ne réfléchissez pas un instant, faites de la location longue durée. Et souvent, je vous disais, le parcours, c'est je commence par de la courte durée. Au bout d'un moment, j'en revends certains parce que j'en peux plus. J'en garde juste un ou deux ou trois qui sont vraiment ceux qui tournent mieux. Et par contre, je convertis en location longue durée avec des locataires dont j'ai moins besoin de m'occuper. Et généralement, l'étape d'après de l'investisseur, c'est de sortir de la location à des personnes physiques pour faire de la location plutôt de locaux professionnels. C'est encore plus simple parce que là, vous serez plus responsable que de l'enveloppe et donc tous les travaux intérieurs, par exemple, sont à la charge du locataire, etc. Bon, c'est un sujet plein, j'ai pas forcément envie d'en parler aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dédiée. C'est un niveau qui est un petit peu plus avancé. Voilà. Et sur la location de locaux commerciaux, il faut quand même se méfier. Faut vraiment faire une étude de marché approfondie parce qu'aujourd'hui, on a quand même des phénomènes généraux en France où les centres-villes se vident de leur commerce. Alors, ça va être remplacé par des banques, par des opticiens, par des assureurs, etc. Ok, très bien. Par des gens qui vous font maigrir, bon, super. Sauf que il n'y a quand même pas une place infinie. Et à un moment donné, vous avez beaucoup de villes intermédiaires entre 10 et 30 000 habitants, dont les centres-villes sont vides. Et donc, si vous êtes propriétaire de pas de porte et de locaux commerciaux, ben, potentiellement, vous n'avez pas de locataire. Donc, ben, c'est compliqué parce que si vous avez un prêt à rembourser et que vous n'avez pas de locataire en face, donc pas de loyer, c'est pour votre pomme. Voilà. Donc il faut vraiment réfléchir. Ce que j'aimerais que vous gardiez en tête, à la fois sur la location longue durée et courte durée, c'est que, en définitive, on a l'impression que c'est facile. Et souvent, les gens qui y vont comme ça, la fleur au fusil, en se disant bah ça va bien se passer, bah, en général ça se passe mal. Et vous avez, je pense, tous dans votre entourage, un oncle, une tante, un beau-frère, je sais pas qui un jour a acheté un studio quelque part, soit en défiscalisé, allez, soyez encore plus fou, un Pinel, je sais pas quoi, un truc comme ça, et qui s'est retrouvé dans les 5 premières années avec un locataire qui paye pas, ou des dégradations folles, ou un dégât des eaux invraisemblable qu'il n'avait absolument pas planifié, et il se retrouve dans l'incapacité de gérer ça, parce que tout simplement il n'était pas prêt à ça. Il n'avait pas anticipé que ça arriverait dans 99% des probabilités. Et ben, du coup, après, il est déçu, il dit l'immobilier, c'est pas fait pour moi. Voilà. Et il faut pas faire de l'immobilier, c'est risqué, c'est dangereux, les gens payent pas les loyers, etc. En fait, c'est pas vrai. Il faut juste être préparé, il faut le faire de manière professionnelle. Tout simplement. Et ça peut vraiment faire partie des premières briques parce qu'avec finalement assez peu d'argent, au point de départ, en apport, vous êtes en capacité de faire levier bancaire pour, en tout cas, c'est comme ça que moi j'aurais tendance à le conseiller, faire quelques locations courte durée en ayant bien à l'esprit tout ce que je viens de dire, hein. L'idée, encore une fois, dans cette chaîne, c'est de vous donner les avantages et les risques pour être transparent. L'idée, c'est pas de vous dire c'est tout beau ou c'est tout noir. L'idée, c'est juste de vous dire c'est ça la réalité qui vous attend. Donc, posez-vous la question est-ce que ça me va ou est-ce que ça me va pas? Et si je me dis bah à partir du moment où je me serais correctement préparé, je suis prêt à l'assumer, à ce moment-là, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Parce que si vous allez en bourse, il va vous falloir des décennies avec les intérêts composés pour atteindre le même genre de performance. Alors que là, bah, finalement, vous travaillez avec l'argent de la banque, qui n'est pas le vôtre. Et ça vous permet donc des leviers très importants. Vous allez mettre, je ne sais pas, 20 000 euros sur la table pour acheter quelque chose à 150 ou 200 000 euros, travaux inclus. Donc vous avez une capacité à grossir beaucoup plus vite. Et normalement, si c'est bien fait, les loyers viennent largement rembourser le prêt bancaire mensuel, incluant les aléas, etc. Et donc finalement, votre outil tourne tout seul. Il tourne tout seul d'un point de vue financier. Derrière, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas s'en occuper. C'est vraiment le message que j'aimerais que vous gardiez. Mais par contre, c'est un bon point de départ pour constituer une base, finalement, et surtout en partant de zéro ou presque zéro, se dire, bah voilà, moi j'ai 10 000 euros, j'ai 20 000 euros, par quoi je commence? Ben, ça peut être intéressant de commencer comme ça. Aller chercher les biens en location courte durée. Alors, ça va vous faire beaucoup de travail, mais par contre, no pain, no gain, comme on dit. Donc, il n'y a pas d'argent magique. Donc, si vous voulez faire des steps un peu élevés, ben, c'est une bonne manière de faire les choses.